Bonjour à toutes et à tous. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sondages, comment on les fabrique, est-ce qu'ils sont fiables. Vous nous avez adressé de nombreuses questions et ça tombe bien puisque nous sommes avec Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Laurent. On entre dans le vif du sujet. La première question, dans quelles circonstances est-ce que vous décidez de lancer un sondage ? On lance un sondage déjà à partir du moment où on a un client. Alors il faut savoir que l'immense majorité des sondages qu'on réalise sont des sondages confidentiels qui permettent à nos différents clients de pouvoir réfléchir dans leur stratégie de communication, de positionnement, voire d'articulation de différents arguments. Les sondages dont on entend le plus parler sont des sondages publiés. Ce sont des sondages qui nous sont notamment commandés par des médias et c'est essentiellement à leur demande que nous effectuons ce type d'enquête, sachant qu'il y a une discussion sur le nombre de personnes à interroger, sur les questions que l'on peut être amené à poser et la date à laquelle l'enquête va être rendue publique. Alors justement, comment sont recrutés vos panélistes ? Alors, les panélistes, ce sont des personnes, et en France, il y a une législation qui est une législation assez stricte, qui fait qu'il faut dans un premier temps que les Français aient indiqué qu'ils étaient prêts à participer à un sondage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer des mails au hasard à des personnes. Il faut que les personnes, d'une manière ou d'une autre, aient été amenées à pouvoir dire « je suis intéressé pour répondre à un sondage ». Alors, ces panélistes viennent de plusieurs endroits et ont à un moment ou à un autre consulté un site internet, répondu à des questions et dit « en dehors de ces quelques questions que vous m'avez posées, je suis prêt à répondre à d'autres types de questions que vous pourrez être amené à me poser à l'avenir ». On fait en sorte qu'il puisse y avoir une provenance des panélistes qui soit la plus diverse possible pour éviter qu'il puisse y avoir des biais, soit parce qu'on pourrait avoir une passion, soit parce qu'il pourrait y avoir des sites qui seraient plus consultés par des jeunes par exemple que par des personnes âgées, ou plus parce qu'ils pourraient être consultés par des personnes qui seraient à droite ou à gauche sur l'échiquier politique. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer au maximum de personnes qui ont des consommations web le plus variées possible de rejoindre Harris Interactive et le panel d'Harris Interactive. Alors, question très pratique, comment être certain que les personnes interrogées sont bien en âge d'aller voter ? Question très pratique, réponse très pratique. On leur pose la question, on leur pose doublement la question, on pose la question de l'âge et on pose la question de l'inscription ou pas sur les listes électorales, que ce soit en France ou éventuellement sur des zones plus resserrées, comme ça peut être le cas de communes, de départements ou de régions. Alors, l'expression représentative de la population française, chacun la connaît. Comment vous garantissez cette réalité-là ? On a la chance en France d'avoir l'INSEE. L'INSEE nous offre un certain nombre de données concernant l'état de la population française en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de catégorie sociale, en termes de position géographique, que ce soit la taille de la commune ou que ce soit également la région, et puis également d'autres types de critères comme le type d'habitat dans lequel on peut être, comme le type d'emploi que l'on peut avoir, comme le niveau de diplôme. Une fois qu'on interroge nos 1000 Français, on s'assure que ces 1000 Français représentent en tout point la population française à travers certains de ces critères. Alors, il y a un autre mot qu'on connaît bien, en tout cas que les sondeurs connaissent bien, c'est le mot redressement. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que parfois, justement, entre cette population de référence que l'on cherche et la population réelle, il peut y avoir une petite différence. Il peut nous arriver qu'il nous manque quelques agriculteurs, par exemple, ou quelques femmes, ou quelques jeunes, ou quelques personnes qui sont issues des catégories populaires. Il y a là un modèle mathématique qui permet de donner un poids un peu plus important à des populations qui n'ont peut-être pas été suffisamment bien représentées. Alors en général, ça ne change pas fondamentalement la nature des choses, mais ça permet d'avoir une donnée qui est une donnée tout à fait représentative de l'ensemble, par exemple, de la population française. Alors, si on reste dans le champ sémantique, la marge d'erreur, ça veut dire quoi ? Alors, la marge d'erreur, elle est issue en fait d'un calcul qui est un calcul statistique. Vous savez que quand vous interrogez 1000 Français, il y a quand même une variation statistique qui fait que s'ils sont représentatifs, mais peut-être que le score n'est pas exactement à l'image de l'ensemble de la population française. Il y a des modèles mathématiques qui permettent de savoir, en fonction de la réponse qu'on a donnée, est-ce que par exemple dire 50%, c'est vraiment 50% des Français, ou est-ce que c'est potentiellement entre 50, 51 ou 49%. C'est souvent le cas. Pour pouvoir éclaircir les choses, dans chaque rapport publié par Harris Interactive, il y a un tableau qui permet à l'analyste attentif de pouvoir voir dans quelle mesure on se situe concernant cette marge d'erreur. Alors, le scénario type, si je puis dire, dans la fabrication d'un sondage, vous pouvez nous le décrire ? Écoutez, ça se passe très simplement. Soit un client, soit nous-mêmes, on se dit tiens, ça peut être intéressant de poser une question ou plusieurs questions sur un sujet qui va être de nature à nous intéresser. On échange la plupart du temps par téléphone.
Harris Interactive propose un questionnaire et en tout cas est le garant de la formulation des questions. Une fois que le questionnaire est validé entre le client et nous-mêmes, nous nous occupons de la programmation du questionnaire, de l'envoi à une base de panélistes, de l'analyse des résultats et de la restitution en général sous forme d'un format PowerPoint ainsi que de quelques lignes qui permettent d'expliquer ce que sont les chiffres qui sont donnés à l'issue de l'enquête. Très bien. Alors, comment vous déterminez les listes des candidats qui, justement, sont testés dans le cadre des sondages, des intentions de vote? Alors ça, c'est le plus difficile. Et c'est le plus difficile d'autant plus qu'on ne connaît pas, ou en tout cas on connaît souvent tardivement, la liste des candidats ou des listes officielles de personnes qui peuvent se présenter dans le cadre de ces élections. On a globalement l'histoire électorale qui fait qu'on se dit si une force politique a déjà été présente par le passé, elle peut à nouveau être présente. Et puis si elle a soit un nombre de signataires, soit si elle organise des meetings, soit si elle est présente dans des émissions de télévision, le fait de pouvoir se présenter et d'avoir une probabilité plus importante de se présenter. Et dans ce contexte-là, on peut être amené à la tester. Il faut rappeler qu'au cours d'une élection présidentielle, par exemple, il y a près de 80 personnes qui déclarent ou qui affirment qu'ils vont être candidats à l'élection présidentielle. En général, on sait qu'en réalité, c'est beaucoup moins. Alors, question difficile aux sondeurs que vous êtes. Comment juger de la fiabilité d'un sondage politique? Un sondage politique n'a pas de vocation prédictive. Il est d'autant plus fiable qu'il est reproduit à plusieurs reprises et qu'on peut voir une tendance qui peut être amenée à se dessiner, telle qu'on peut le voir à l'heure actuelle parmi différentes forces politiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en général, à quelques jours du scrutin, entre les intentions de vote et le vote réel, il y a un écart qui est relativement faible. Encore heureux, les Français prennent leur liberté et n'ont pas forcément complètement arrêté leur choix au moment de la dernière enquête et peuvent être de nature à se dire je vais changer d'avis ou je vais modifier mon intention de vote. Mais quand vous regardez en général, les dernières intentions de vote ne sont pas très éloignées du vote réel. Oui, mais alors justement, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir aussi finalement le sondage n'a pas vocation, ou en tout cas un effet induit, à influencer le vote de l'électeur? Ce qu'on dit souvent, en fait, c'est que le sondage constitue une information parmi d'autres dans la structuration du jugement et dans la motivation de vote des différents électeurs. Après, quand on effectue des analyses assez poussées, on voit qu'il y a des effets qui sont des effets qui ont tendance un peu à se contrecarrer. D'un côté, une partie des électeurs qui veulent aller au secours de la victoire et donc voter plutôt en faveur du candidat ou de la liste qui apparaît comme étant en tête de liste. Et puis également d'autres électeurs qui ont un peu de compassion pour ceux qui sont un peu malmenés dans les différentes enquêtes et qui ont tendance à vouloir voter pour ceux qui sont le plus en difficulté. Ces deux effets ont tendance globalement à se limiter. Et puis en général, si on se dit qu'on a besoin des sondages pour arrêter son choix, ça veut dire que la force politique n'a pas été suffisamment forte pour pouvoir être convaincante pour elle-même. Alors, pour clore cette série de questions, question simple, pourquoi les sondages d'intention de vote se trompent-ils parfois? Parce qu'en fait, il arrive heureusement qu'il puisse y avoir des modifications d'intention de vote au cours de la dernière période. Ça peut être le cas avec des électorats qui ne sont pas certains d'aller voter, ça peut être le cas avec des électorats qui ne sont pas sûrs de leur choix en tant que tel. Une partie de la jeunesse peut par exemple ne pas aller voter alors qu'elle avait affirmé qu'elle avait l'intention d'aller voter. Une partie des électeurs sur un échiquier politique peut déclarer qu'il est certain d'aller voter et au final ne pas tout à fait y aller. Quand vous regardez malgré tout la situation de la France par rapport à d'autres situations au niveau international, globalement les sondages sont plus fiables entre guillemets en France que ça peut être le cas dans d'autres types de pays, notamment parce que la donnée publique est plus forte et de meilleure qualité en France que dans d'autres types de pays, et parce que nos populations de référence sont beaucoup plus fiables que cela peut être dans d'autres types de pays. Jean-Daniel, merci, à très bientôt. À bientôt.